Édouard François, architecte, urbaniste. Bonjour, Pascal m'a demandé d'intervenir sur architecture et nature. Mais t'es content? Je suis content de vous voir, d'être avec vous. Je vous ai préparé quelque chose un peu à bâton rompu. Je suis considéré comme le leader de la Green Architecture internationale. Ça fait très longtemps que je m'intéresse au sujet architecture-nature. J'ai été énormément copié. Tristement, il y a un moment donné, j'ai arrêté de faire de cette association architecture-nature et j'ai fait d'autres types de projets pour y revenir récemment. C'est un sujet dans lequel je n'ai pas réussi à faire le tour, tellement en fait il est riche et complexe. Là, je vous montre un petit exemple, c'est une école. Il y a beaucoup de poésie dans cette rencontre architecture et nature. C'est une école à Thiers qui a été démolie maintenant. Donc c'est un des plus importants porte-à-faux, c'est une école maternelle et que j'ai voulu dans les arbres. C'est-à-dire qu'en fait les enfants s'avancent et c'est des Polovnia impérialistes qui sont tout autour. Et à l'époque, je voulais qu'à l'intérieur de cette école, la structure porteuse ressemble aux arbres. Et donc, vous voyez un peu la poutraison. La poutraison, c'est moi qui ai dessiné. C'est un espèce de n'importe quoi aléatoire. Et j'ai demandé à un ingénieur de le calculer. Donc, j'ai dû faire pas mal d'ingénieurs. Je leur ai dit la règle, on ne peut pas toucher au dessin de cette poutre. Par contre, vous avez le droit de l'épaissir. Et donc, en fait, on a des épaisseurs, vous pouvez le voir, très variables de cette poutre. Et l'ensemble fonctionne avec les arbres. Un petit mot, à force de travailler avec les plantes comme ça, ça fabrique des dégâts collatéraux. Il y a des dégâts collatéraux dans le travail avec la nature. Collatéraux. Par exemple, c'est quand on joue avec les plantes ou on joue avec les arbres, on trouve des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Par exemple, là, les Polovnia impérialistes ont des feuilles qui sont très très importantes. Et ce qui est intéressant, elles sont une forme de cœur. Et donc, je m'en suis servi comme motif de papier peint à l'intérieur de l'école. Donc, c'est des grands cœurs. Et les enfants dans cette maternelle, sont dans des cœurs. La suite, donc, j'ai imprimé à l'acide sur c'est l'autre face des cœurs sur le bâtiment. Toutes les maquettes de ce bâtiment sont propriété du Centre Georges Pompidou. Le Centre Georges Pompidou, les grands musées ont littéralement pillé mon agence. Et... Tu es bien content. Quoi? Non, maintenant j'ai arrêté, je garde mes maquettes. Ça, c'est un de mes premiers bâtiments. C'est des hameaux de gîtes près de la forêt de Bercé, près de Jupille. Et je m'étais dit, il faut peut-être arrêter d'agrandir les villages. Donc on devait en bordure du village de Jupille et contre la forêt. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une sorte de statu quo, de se dire, c'est peut-être la forêt qui va s'agrandir vers la ville et la ville s'agrandit en devenant une forêt. Donc c'est un bâtiment qui est une hybridation complète. Et c'est un projet que j'ai construit dans les années 80, donc il y a vraiment très très longtemps. On voit ici à la réalisation. Donc les gîtes sont dans des véritables bosquets d'arbres. On voit ici l'espèce de statu quo, vous avez la forêt derrière. Donc c'est un hybride mi-habitation, mi-forêt, avec un jeu sur le végétal. J'ai voulu en fait que le dessin, vous l'avez vu sur les petites croquis, ressemble à du camouflage militaire. Donc il y a des arbres qui sont violets, d'autres un peu foncés. Donc le feuillage imite le camouflage. J'ajoute, comme on se connaît très bien, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, puis après tout, je suis archi aussi. C'est que il est en même temps, il n'est pas seulement architecte, il est designer. Et donc, il y a tout cet aspect-là. Hein, tu es d'accord que je dis ça? Oui. C'est extrêmement important. Voilà, il y a des patios à l'intérieur. Donc, c'est un de mes tout premiers projets. C'était 8 hameaux de gîtes. Ils existent encore, ça a énormément de succès. Je pense qu'il faut réserver quasiment d'une allée à l'autre pour pouvoir y aller.
Ça, c'est une autre petite expérimentation que j'ai faite. C'est Didier Grimbach, qui est le président de la mode, m'avait demandé, il a un château à Faverolles, de lui faire une résidence pour artistes. Et donc ça va vous montrer un peu le travail sur l'architecture, le paysage, ce qu'on peut faire avec. Et donc je lui ai fait une espèce d'archétype de longère en béton qui est posé en fait de travers sur sa douve. Et puis donc il y a cette face devant très minimale qui ressemble à une forme de dépendance de son château, pour avoir à l'arrière des sortes de chambres qui sont plantées dedans, exorbitées, et qui en fait regardent un paysage complètement loufoque qui vient coloniser en fait son territoire et sa campagne. On voit ici les perspectives. Donc les chambres des artistes en résidence sont dans ces espèces de boîtes. Le vitrage est rose pour qu'ils voient une sorte de paysage complètement défoncé avec toutes des plantations qui vont se balader comme un serpent. Ce qui était assez marrant, c'est à l'époque, le Centre Georges Pompidou passait quasiment tous les mois prendre des maquettes. Et ils ont pris les maquettes de Didier Grimbach, et donc j'ai emmené mon client voir son projet au Centre Georges Pompidou. Ça, c'est un projet, c'est mon premier projet générique. Je suis tombé un jour sur un très gros promoteur, qui est promoteur à Montpellier, et qui avait repéré en fait que la clientèle décrochait. C'est-à-dire, il faisait des produits, un peu des petits produits, des petits pains, un peu misérables. Et il y a des gens dans les bulles de vente qui disaient, mais vous n'avez pas des produits plus marrants. Et puis, il est venu me voir et il trouvait tout ce que je faisais bien. Et donc, je lui ai fait ce bâtiment-là. C'est un bâtiment qui est à Montpellier, en bordure du Lèze. Et j'ai commencé à m'intéresser à planter devant le bâtiment. C'est la première façade végétale qui a été faite en France. C'est en gabion. Et les cabanes, ce sont des extensions en fait, du séjour. Et on prend une passerelle depuis son séjour et on va dans les arbres. Donc on voit ici les séjours. Ça a été un record de vitesse de vente absolument incroyable. Les gens arrivaient et disaient je veux ça, en montrant la cabane. Et ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Dans la bulle de vente, ils regardaient, ils disaient, ça doit être un 3 pièces. Ils disaient, je m'en fous, je prends. Et ils revenaient avec une bouteille de champagne, sablée au champagne, le fait qu'ils avaient réussi à attraper un appartement dedans. Il y avait un témoignage assez attendrissant. Il y a quelqu'un qui était atteint du sida et qui a décidé de mourir dans mon immeuble. Et donc il avait une cabane. Il m'appelait, on a eu une correspondance ensemble. Et ça a été le début de ta théorie des cabanes. Voilà. Ça, c'est la maquette. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans notre métier d'architecte, il y a tout un retour à la cabane. Et donc c'est très important. Et nous avons tous joué à chat perché dans les arbres. Ça, c'est fait quand même dans les années 98. Hein. Oui, tu as toujours été en avance, c'est ça que tu veux dire. Non, je souligne la date parce que c'est quand même important, la date. 98, je fais des maquettes comme ça. La maquette appartient au Centre Georges Pompidou. Et donc, on voit le travail des plantations, des arbres et puis des cabanes. Et aujourd'hui, c'est assez marrant, je n'ai pas retrouvé la photo. On ne voit plus l'immeuble, on voit juste des sortes de cabanes qui sortent. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve ça très intéressant, le fait d'arriver à arrêter de manger de mètres cubes d'espace pour mettre des bâtiments. Je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus furtif. Voilà. Tous les poteaux, tous les paillasses métalliques sont en or. L'or va extrêmement bien avec la nature, c'est assez intéressant. J'ai fait des petites maisons en or, je pense que je dois en avoir une là. Et l'or, c'était le jour de Noël, mon client m'appelle et il me dit on va peindre de quelle couleur les poteaux? Et je dis mais c'est Noël, on va peindre ça en or. Voilà, donc c'est peint en or. Il faut garder une forme de fantaisie dans ce métier. Voilà, on voit ici les débuts de la construction, la façade les gabions et puis la cabane.
Voilà. J'ai commencé en fait en dehors de la ville parce que mon travail était extrêmement dénigré. On ne considérait pas que c'était quelque chose d'architectural. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans la campagne. Et puis un jour, on m'a appelé pour construire en ville. C'est à Paris. C'est mon premier bâtiment à Paris. Et c'était dans la ZAC de Christian de Portzamparts. Et je me suis dit, je vais faire un bâtiment végétal devant un parc végétal. Je m'étais dit, comme ça, j'agrandis le parc. C'est un côté très positif. Et j'avais demandé, en fait, à faire 3 immeubles autour. Donc l'un était... celui-là, c'est en bambou. Il y a une traînée de bambou dans le parc. J'ai réussi à modifier le plan du paysagiste. Et puis d'autres avec d'autres thématiques florales. Mais finalement, on m'a dit que c'était bien d'en faire un. Ça serait déjà pas mal. Ça a été assez difficile à faire. Le permis de construire a disparu. La ville de Paris, les fonctionnaires de la ville de Paris ont supprimé mon permis de construire. Et donc, on ne le trouvait plus. Parce que c'était complètement dégénéré de faire ça. Ils considéraient que c'était une honte de la profession de faire ce bâtiment. Maintenant, ce bâtiment fait la une des petites revues de la ville de Paris. Paris innove, mais sauf que innove, ce bâtiment, il a pratiquement 20 ans. Et donc, on fait croire qu'il est récent. Il n'est pas du tout récent. Ça, c'est la maquette, qui est ma propriété. J'ai réussi à la garder. L'immeuble est en béton blanc et gris mélangé. C'est une sorte de béton qui tombe amoureux du feuillage et qui ne sait pas très bien comment il est. Ça a été assez marrant, la construction de ça, parce qu'on a fait venir des camions de béton blanc, puis des camions de béton gris. Et je voulais que ça soit complètement aléatoire. Donc, en fonction des arrivées, ça donne des tâches. Les ouvriers sont pris au jeu. Il y en a un, il m'a fait quasiment une carte d'africaine. Je lui ai dit, non, on arrête, ça doit rester assez abstrait. Je voulais faire ça en bambou blanc, comme la maquette ici. C'est un bambou très, très rare. Et j'ai réussi en fait à le mettre en production avec le président de l'association des bambous européens, qui était en Hollande, et qui m'a marcoté en fait un plan de bambou pour en faire un champ. Et on est arrivé à avoir énormément de bambou blanc. Mais mon client, ça a été très difficile à lui faire admettre de faire ce bâtiment. Et puis il en est tombé amoureux. Et puis on est allé en Hollande voir les bambous, qui étaient à peu près comme ça. Il faisait 70 cm, ce qui était pas mal. Et il a dit, c'est nul, il en faut des énormes. Alors là, et donc il a refusé le lot. Et donc on a dû aller au Portugal en trouver. Et donc ça, c'est des Similsalsa japonica, et qui ont des très grandes feuilles. Et il y a toujours les fameux dégâts collatéraux avec les plantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont hors du contrôle. Il y a toujours des choses qui arrivent. Et par exemple là, ces feuilles sont très grandes et ça bruisse. Et donc les gens qui dorment dedans m'ont dit, c'est incroyable parce qu'on a l'impression d'être dans une forêt. Les feuilles se mettent à bruisser. Et le parc en est agrandi parce que quand vous êtes dans le parc, vous fermez un peu les yeux, où vous regardez les plantes et vous entendez un bruissement et le vent s'engouffre dans le... On dit bruissement, mais on dit bruire, par ailleurs. Bruire, et on entend l'immeuble qui bruit. Ah, ça, c'est à côté de chez moi, là, à côté de la rue du Repos. C'est dans le quartier des Vignoles. Vas-y, j'aime beaucoup ce lieu-là. Vas-y. C'est le projet emblématique de la ville de Paris concernant le logement social. C'est-à-dire que toute personne étrangère qui vient à la ville de Paris visiter les programmes de logements sociaux de la ville l'emmène à Vignoles, qui est une opération pour exemplaires. Donc c'est un bâtiment qui a des tuteurs et qui est entièrement en glycine et qui est un véritable buisson, on voit ici. Donc avec une forme de distribution assez inédite, puisqu'on distribue l'escalier par l'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas de partie commune. Et on rentre par l'escalier. Il y a un palier. On rentre dans son immeuble. Ça a été assez compliqué à mettre en place. Et c'est un immeuble
quand vous allez en été, on voit quasiment pas l'immeuble, on le voit pas. C'est une sorte d'énorme buisson. C'est traversant et les gens sont dans une sorte de cocon de nature. Et à l'horizon, non, reviens à l'arrière, Oui. que je leur montre. À l'horizon, vous avez cette vision à l'italienne, c'est Saint-Jean-Bosco, dont j'entends le carillon tous les dimanches matins, par-delà le cimetière, et c'est une église d'art déco extraordinaire avec les vitraux de Môme-Jean. Je vous conseille de la voir, hein, c'est absolument prodigieux. Mais ça donne une vision italienne, enfin très bien. Vas-y. Alors tous les présidents d'associations de défense de la ville de Paris habitent dans l'immeuble. Oui. Ça a été assez marrant. Vas-y. Ça, c'est un centre commercial que j'ai fait à Honfleur. C'est un concours que j'ai gagné. Là-dedans, une idée très ancienne, c'est quand je construis à Nice, je veux que ça soit niçois. Quand je construis en Normandie, je veux que ça soit normand. Quand je construis à Bordeaux, je veux que ça soit bordelais. Ça n'a rien à voir avec le pastiche. Ça a à voir avec le contexte. Moi, je suis né dans le contexte. Je suis vraiment incontextuel. Et les plantes sont venues par le contexte. Et donc là, c'est un concours que j'ai gagné en disant au maire que c'était honteux d'avoir rendu ce terrain constructible. On est devant Honfleur et je lui ai dit qu'on est en train de Disneylandiser Honfleur. C'est-à-dire quand vous allez à Honfleur, vous passez par tout un tas de merde et après vous tombez sur ce chef-d'œuvre qui ressemble à Disneyland. Parce qu'on n'a pas d'approche. Si vous allez à Honfleur via la côte, de l'autre côté, il y a une progression assez naturelle et on arrive à Honfleur et par transition. Et quand on arrive de l'autre côté par le pont, c'est un choc très violent. Et donc je lui ai dit, moi je vais faire une sorte de colline qui se lève et qui craque et dans lequel en fait, et dans lequel on se promène avec des monuments qui vont émerger en fait, qui sont une sorte de cathédrale dans un parcours piéton. On a planté pour arriver à faire ces collines, je ne sais plus, je crois plus de 10 000 pommiers. Ça produit des pommes. Voilà. On voit ici les monuments qui sont une sorte de promesse. Et vous rentrez dans le centre en voyant des sortes de champs. Voilà. En travaillant sur les plantes, je me suis dit que ce serait bien de revenir à la pleine terre. J'ai fait énormément d'expérimentations. Je connais très très bien les plantes, je connais très bien tous les sujets dont on a pu parler, l'agroforesterie. Et je me suis dit, par exemple, quand je mets des plantes en pot, je les mets à la terre électrique, pour avoir un piezo électrique qui soit favorable, parce que sinon on peut avoir un système électrique qui monte et la croissance des plantes est moins bonne. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, je vais essayer de mettre tous les plants en intercommunication. Ça s'appelle, attendez, j'ai plus le nom en tête. Ça, je le connais pas. Non, attendez, c'est... Ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire, c'est un truc que je connais très bien. Alors, attendez, c'est un truc très intéressant. C'est l'anastomose. Ah oui, l'anastomose, c'est vrai. Et donc, j'avais entendu parler des forêts de mélèzes qui étaient sur des coteaux. Les mélèzes du bas pompaient l'eau, ils avaient trop d'eau, ils devaient en mourir normalement, et ceux du haut n'en avaient pas, parce qu'ils étaient en haut. Et en fait, tous ces arbres étaient interconnectés par les racines, et en fait, ceux du bas pompaient pour ceux du haut. Et donc, c'était une chose assez étonnante. Et il y a l'anastomose des voies souterraines, et il y a l'anastomose des voies aériennes. Et donc, ici, j'ai planté la même espèce dans les bacs, et en pleine terre, et je les ai greffés tous ensemble. Et 3 ans après, je suis venu couper l'arrosage automatique. Et j'ai même coupé les plantes qui étaient dans les bacs, qui ne sont plus en racines. Et tout est interconnecté. Et donc ça, c'est mon retour un peu à la pleine terre pour essayer d'avoir des solutions végétales les plus... c'est une... Non, c'est revenu en arrière. Non, je ne crois pas. C'est mon PowerPoint de ce matin qui s'est fait très vite.
Voilà, ça c'est une tour à Paris, pour Paris Habitat. C'est la première, c'est le premier bâtiment de 50 mètres. Qui a concouru au Geste d'Or, d'ailleurs. Qui a concouru au Geste d'Or. C'est le premier bâtiment de 50 mètres que m'a donné Delanoë. Maintenant, il y a pas mal de bâtiments de 50 mètres qui sont revenus à Paris. Il y a une expérimentation assez intéressante dessus. J'ai fait pousser en fait des arbres dans des tubes. Les tubes font 30 cm par 3,50 m. On les voit ici avant, au moment où ça a été planté. 3,50 m de long, 30 cm de diamètre. Et j'ai planté des arbres en partenariat avec l'école du Breuil, qu'on est allé chercher dans la forêt d'Île-de-France. Donc on a pris des graines dans la forêt, on les a amenées à l'école du Breuil. Et elles ont été élevées sans arrosage, absolument sans rien. Donc c'est des plantes. Si vous allez chercher des plantes chez Truffaut, j'aurais mis des plantes de chez Truffaut, tout serait mort. C'est comme les animaux. Si vous achetez un chat chez Truffaut, si vous ne le nourrissez pas, il meurt. Si vous trouvez un chat sauvage, vous le mettez dans votre jardin, il disparaît. Il disparaît parce qu'il est sauvage, il va se balader ailleurs. Alors que celui de chez Truffaut, il va mourir de faim devant la porte. Voilà, donc c'est un travail sur le monde sauvage, la biodiversité. L'immeuble est en titane. Ça a été assez difficile à trouver, ce matériau. Delanoë avait pas mal gueulé contre moi parce qu'il m'a dit c'est pas possible de faire un immeuble social en titane, et je lui ai dit qu'en fait c'était pas une façade en titane, c'était un stockage temporaire d'un matériau indispensable à l'aéronautique française et à la chirurgie, et que vraisemblablement on va avoir des problèmes un jour d'approvisionnement de ce matériau avec la Chine, et on ira se servir sur l'immeuble et il aura enfin sa vraie façade, c'est-à-dire en enduit gratté de merde. Voilà. Et donc là-dessus, il m'a dit bon, lâche l'affaire. Et c'est du titane qu'on est allé faire au Japon. C'est très difficile, c'est du titane cristallisé, c'est sa couleur naturelle. Et j'avais trouvé un mec au Japon qui fait des verres, des tasses pour la cérémonie de thé. Et donc il cristallise, c'est un titane cristallisé. Et tu as une passion pour le titane. Et il m'a dit, moi je veux faire ton immeuble. Et il a agrandi son usine qui était tout petit. Son usine faisait 100 mètres carrés pour faire les verres de la cérémonie de thé. Il a agrandi tout en homeless avec des bambous et pour faire le bâtiment. Et tout le titane est arrivé dans des boîtes avec papier japonais, et avec écrit. Et la boîte coûtait tellement cher que Bouygues, qui a fait le chantier, le soir, il montait la boîte en haut de la grue pour éviter que les gens aillent piquer les feuilles de titane. Vous parliez de station d'épuration. Ça, c'est la station d'épuration de Nantes que j'ai fait avec De Grémont. Et, c'est sur une idée de l'eau sale qui va régénérer le paysage, parce que la station d'épuration est implantée sur une ancienne décharge d'ordures. Et donc c'est quelque chose d'assez poétique sur cette idée que l'eau sale va régénérer le paysage avec les cuves aléatoires. J'ai beaucoup travaillé avec les ingénieurs, c'était assez difficile. Les cuves finales, l'eau déborde et coule sur les façades, donc les cuves sont végétalisées. Et le végétal a des capacités à résoudre des problèmes qu'il n'avait pas pensé. Par exemple, le phosphore, c'est une des choses les plus difficiles à extraire des eaux usées. Et les plantes, elles bouffent le phosphore. Donc les façades végétalisées des cuves débordantes, en fait, le traitement était achevé grâce à ça. Les ingénieurs ont beaucoup gaulé parce que tout était aléatoire. Les cuves sont aléatoires. Et en fait, je leur ai pris, j'ai pas la photo là, j'avais des boîtes de camembert, des camemberts président, et camembert, une autre marque, je ne sais plus, qui étaient liés par des ficelles. Et donc, je leur avais montré leur système organisé, parce que c'est les cuves qui marchent par paire, comme ça. Et donc, il y a les tuyaux. Et donc, j'ai tourné, j'ai remis, ils sont mis tous en désordre, et je lui dis, vous voyez, il y a le même nombre de tuyaux, et même on va faire moins cher, on réduit un peu ici, là, qu'on rapproche la boîte du président ici, et on rapproche. Et donc ça les a convaincus que finalement le désordre était bien plus efficace que l'ordre. Évidemment, parce qu'il est riche.
Alors que l'ordre est pauvre. Voilà, ça c'est la taille de la maquette. Vous voyez ma tranche au milieu. Ça a quelques années. Hein, donc ça fait quelques années que je joue avec ces sujets. J'en ai fait aussi. J'ai joué avec les plantes dans des parkings. Ça c'est le parking des Terdes. À l'entrée. Non, c'est dedans. Oui, c'est à l'entrée dedans. Ça traverse le parking. Quand je le descends, c'est le seul escalier en mécano de Paris, dans un parking. Je connais tous les parkings parce que je les fais tous. Et je suis là-bas souvent. Et donc, quand vous descendez les marches, c'est tout à fait extraordinaire. Je m'amuse, moi, à faire de la percussion, parce que je suis musicien d'origine. Donc, je fais de la percussion avec mes pieds. Et ça résonne parce que c'est extraordinaire. Allez-y, hein. Faut faire de la musique à côté du marché Poncelet, pour ceux qui connaissent les quartiers et qui font des belles courses. À l'époque, c'était très très difficile de faire ça. Hein. La ville de Paris était contre, m'a traité de dingue. Maintenant, c'est quasiment un monument de sainteté pour eux. Et je leur avais dit, en fait, les sorties de secours, c'est quand même un lieu très important dans les parkings. S'il y a un incendie, pour les trouver, d'abord on commence à flipper, on ne sait pas bien, et puis c'est pas le petit bonhomme qu'on voit vert là, qui naturellement va vous guider vers la sortie. Et j'ai dit, dans un parking normal, vous prenez votre chien, vous le fouettez à mort, et le chien il va être affolé, il va aller se cacher sous les voitures. Et je dis, dans mon parking, vous fouettez le chien à mort, il va tout de suite trouver la sortie, parce que là, c'est éclairé, température, lumière du jour, et les plantes, il va aller dans cet endroit-là pour se barrer. Voilà. Donc, naturellement, on va vers ces sorties de secours en végétaux, et ça sent, dans les sorties de secours, l'humus. Ça sent ça sent pas ce que ça sent d'ordinaire. C'est assez incroyable. Bon, ça a été compliqué à faire, parce que là, les vitres, c'est du vitrage coupe-feu 2 heures. Hein, donc, c'est hyper technique. Et j'ai fait ça avec Eiffage. Ça a été un chantier assez compliqué. Ils m'ont collé en liste rouge, les architectes, interdits. Depuis, ils se sont rattrapés parce que comme ils veulent avoir mes opérations, ils m'ont sorti de la liste. Je l'ai su en Afrique quand j'ai fait un Club Med. J'avais fait appel à Eiffage et qui m'a dit « Non, je ne peux pas travailler avec vous. Reverato vous a mis en liste rouge. On ne peut pas. » Voilà, ça c'est une maison en or dans la nature. Je voulais faire c'est une édition qui est de maison toute petite, très fonctionnelle, qui a été vendue. C'est vendu il y a 7 exemplaires. Et donc là, il y a une personne, c'est les collectionneurs d'art qui l'a acheté, qui l'a mis dans son jardin. Tu as une grande vedette du cinéma américain qui t'a acheté. Oui, c'est qui? Brad Pitt. Ah oui, c'est ça, c'est Brad Pitt. Rien que le fait de penser que Brad Pitt habite là. Il y a les Rothschild en ont acheté un. Et comme c'est une maison, moi qui suis dans le contexte, je me suis dit, mais ça dénature mon travail d'avoir une maison dont je ne sais pas où ça va finir. Et c'est pour ça que je l'ai fait en or, parce que l'or va absolument bien partout, à tout le monde. D'ailleurs, ça va à toutes les femmes, et ça va dans tous les jardins. Et donc, c'est du titane cristallisé or. Donc, mon travail a pris une certaine ampleur avec le temps. Là, c'est une opération que je fais à Bordeaux. C'est 80 000 m² en plein centre-ville. C'est un concours que j'ai gagné. C'est un concours qui devait être en 2 phases. Je suis passé le dernier de la première phase. Il y avait Alain Juppé. Et la question, c'était un concours assez étonnant, assez beau, parce que c'était un concours par une question. Ce n'était pas un concours par un programme. Il y a des concours programmes, on vous dit je veux une école avec je sais pas quoi dedans, tant de WC, tant de trucs. C'est assez chiant. C'est celui qui met les WC au meilleur endroit pour le professeur qui obtient la commande, ou qui fait très très bien le logement du proviseur, ce qui regarde que ça. Hein, c'est pour ça qu'on a les lycées très très moches. Là, la question c'était la gare de Bordeaux est en rénovation. Le TGV va être arrivé avec un trajet en 2h30, alors qu'avant il fallait 4 heures. Et maintenant, comment on connecte la gare, c'était la question, à la Garonne. Comment on connecte la gare à la ville de Bordeaux? C'était la question. Et il y avait un terrain, voilà.
le terrain, c'était ça à peu près. Ils disaient, vous faites ce que vous voulez dans ce terrain-là. Et en fait, le terrain était très vaste. Et moi, j'ai gagné le concours en leur disant, en fait, la libido du Bordelais, c'est la Garonne. C'est comme ça qu'ils se projettent. Ils rêvent de Garonne. Toutes les images de Bordeaux, c'est des images de la Garonne. Et donc, il ne faut pas connecter la gare à la ville, mais il faut connecter la gare à la Garonne. Et donc, j'ai fait cet axe qui va de la gare à la Garonne direct, qui touche le château d'Escas et les ponts. Et donc, Juppé a dit, je suis passé donc le dernier de la première phase, il a dit devant moi, à quoi ça sert de continuer ce concours? On a le lauréat. C'est la première fois que ça m'arrive et je suis reparti avec une commande de 80 000 mètres carrés. Le chantier va démarrer, je fais ça avec Apsis, le chantier va démarrer, je pense, début janvier-février. Et c'est un projet qui est entièrement en pierre. Donc on a travaillé à essayer de remettre en place ce savoir. Donc ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille là-dessus, sur la pierre. Le savoir-faire existe, mais il n'a pas disparu, il est éparse. Donc on a travaillé à essayer de rassembler en fait tous les savoir-faire pour faire le projet. Et pour revenir à la thématique de la nature, c'est la première rue-parc. Ce que vous voyez ici, c'est une rue dans laquelle il y a des livraisons, il y a des pompiers et c'est un jardin. Et donc c'est un jardin avec une artère commerçante. Et donc ça a été très compliqué à mettre en place parce que rendre un parc carrossable, c'est ultra complexe. Et j'ajouterais, puisque je suis conseiller du maire de Bordeaux actuel, mais j'étais aussi celui de Juppé, Pierre Ornick, à un moment donné, a hésité dans les permis de construire. Et bon, parce qu'il y avait une passation de pouvoir, et le geste d'or joue un certain rôle depuis Chaban, puisque j'étais conseiller de Chaban-Delmas, c'est dire mon âge. Eh bien, qu'effectivement, ça a été confirmé, et c'est le plus gros projet de Bordeaux aujourd'hui. Urbic avait fait campagne contre le projet. Oui, absolument. Le projet, c'était un projet Juppé, et en fait, il ne connaissait pas le projet. Exactement. Et c'était assez marrant parce que la préfète, qui était ma copine, on est devenus copains ensemble, a été convoquée par le maire après son élection. Et le maire avait dit ce projet non, ce projet non, oui. Ce projet non, vous jartez ça. Et la maire a dit, bon, la préfète a dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, on vous a préparé l'addition pour chaque projet. Celui-là, il avait une addition à 100 millions. Il fallait qu'il raque 100 millions pour arrêter le projet parce qu'il y avait des acquisitions, il y a un certain nombre de choses. Mais Pierre Ornick, parce que moi je le défends, c'est un disciple de Jacques Ellul par ailleurs. Petit détail pour nous. Hein. Mais il n'est pas protestant pourtant. Mais bon, je lui ai dit, on peut y aller, c'est dans la politique de la ville. En fait, c'était simplement que c'était le projet Juppé, la fin de Juppé en plus. Enfin, c'était compliqué. Enfin, ça veut dire que la raison peut quelquefois gagner contre les préjugés. C'est bien de ça dont il s'agit. Et donc, Urmic a dit, vous pouvez avancer parce que je n'ai pas la carte bleue. Et la préfète a dit, non, ici c'est cash. Hein, Et donc, il s'est dit, faire un chèque de 100 bars pour rien faire, c'est quand même, au niveau de la frugalité, c'est grave, quoi. Hein, parce qu'il prenait la frugalité. Et il a eu cette phrase quand même assez merveilleuse. Il a dit à la préfète, écoutez, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas le projet. C'est vrai. Et donc, je suis allé présenter le projet à Urmic. Il a dit, moi, écolo, ce projet va bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Et donc, le projet a pu suivre son cours. Merci à toi. Voilà.